Bonjour et bienvenue dans le 63e épisode de Scotch et Domination mondiale. Dans cet épisode, je reçois nul autre qu'Alexandre Martel et Charles Davignon, deux OG de la tranchée. Dans ce podcast, on va discuter du cabinet des curiosités, un projet qu'ils ont lancé, qu'ils ont fait l'année passée, où ils ont demandé à une centaine d'infopreneurs de tous contribuer un petit produit d'une valeur d'environ 100$ pour ensuite les regrouper ensemble dans un bundle qu'ils ont vendu à 299$. Au final, ils ont eu 117 produits avec une valeur moyenne de 72$, donc on parle de 8424$ de valeur pour 299$. Donc, c'est une promotion excessivement intéressante. Si vous l'avez manqué, je suis vraiment désolé pour vous parce que vous ne pouvez plus vous inscrire là. It's too late. Peut-être que ça va revenir. On en discute dans le podcast. Peut-être pas. Personnellement, j'ai contribué ma formation sur Bitcoin que je considère un petit peu comme un chef-d'œuvre. Je suis quand même assez fier de cette formation-là. Puis ça m'a fait plaisir de la faire découvrir à des gens qui n'auraient pas nécessairement acheté une formation en ligne sur Bitcoin. L'audience était assez large, puis on en parle aussi dans cette conversation. Bref, dans le podcast, on va discuter de la stratégie de lancement parce que tous les gens qui offraient un produit étaient également affiliés. Il y avait une commission, bien sûr, sur les ventes. Donc, on parle des chiffres. Combien est-ce qu'ils ont généré? À quoi est-ce que ça ressemble? La distribution des ventes à travers le lancement. Bref, on parle de tout ça. Et Alex nous a dit qu'elle a été quand même assez surprise de voir des très petits affiliés générer d'énormes commissions. Et elle partage les techniques que ces gens-là ont implémentées pour être capables d'avoir des ventes disproportionnées en fonction de la taille de leur audience. Donc, ça, c'est définitivement très intéressant. Et juste pour ça, je pense que ça vaut la peine d'écouter notre conversation. Ensuite, on s'intéresse aux objections et aux arguments de vente que Alex et Charles ont anticipé. Il avait monté un espèce de méga document Notion super bien rempli où il y avait énormément de documentation de prévu à des ressources pour aider les gens, les affiliés à bien vendre et faire la promotion du cabinet des curiosités. Et à l'intérieur de ça, il y avait des styles de courriel, des visuels pour les publicités, énormément d'organisation. Et dans notre conversation, elle partage qu'est-ce qui a bien fonctionné là-dedans versus qu'est-ce qui a mêlé les gens et qui a ultimement nuit au lancement. Et je parle mêler les gens, non seulement les affiliés, mais également les clients au final. Donc, on parle de stratégie de vente, de gestion des objections, ce genre de choses-là. Et finalement, il y a également eu un Discord pour le cabinet des curiosités qui a été très, très apprécié par les gens. Ça a super bien fonctionné. Donc, on discute des nouveautés Discord qui ont permis de rendre tout ça possible. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et si tu veux que je fasse plus de podcasts en 2025, va donc me laisser une petite évaluation sur iTunes. Ça fait longtemps que j'en ai pas reçu, je pense que ça fait 2 ans depuis la dernière évaluation. Donc, pour être certain de ne pas manquer les épisodes, parce que je ne fais pas des épisodes à toutes les semaines, donc c'est sûr que quand j'en sors un nouveau, probablement que tu ne vas pas le voir passer. Donc, c'est super important d'aller t'abonner au podcast. Tu peux le faire ça sur YouTube, sur Spotify ou encore là, sur ton bon vieux lecteur de podcasting vintage préféré. Petite mention importante dans cette conversation. Donc, je suis assez perfectionniste, hein? Tu le sais. Donc, il y a une imperfection dans le podcast et ça me dérange, il faut que j'en parle. J'ai testé un nouvel algorithme de réduction de bruit qui utilise une technologie d'intelligence artificielle pour que le son des micros soit meilleur au studio. Malheureusement, le plugin ne fonctionne pas très bien dans un contexte où on a 3 personnes autour d'une table qui utilisent 3 micros différents. Donc, ça introduit quelques artefacts dans la voix. C'est un peu dérangeant. Bref, c'est dérangeant pour moi. Peut-être que tu ne vas pas t'en rendre compte, mais il fallait que j'en parle. J'ai délité ce plugin-là de l'ordinateur. Bref, c'est réglé. C'est ça. Donc, j'arrête de parler. J'enregistre ceci là, aujourd'hui. On est le 24, donc je m'en vais à un souper de Noël. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un merveilleux temps des fêtes et j'ai hâte de vous montrer là, tout ce que j'ai prévu pour vous en 2025. Je vais faire quelques annonces très importantes d'ici quelques jours avec la venue de la nouvelle année. Alors, sur ce, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Scotch, Marketing et Domination mondiale. Comme vous pouvez voir, ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de podcast et je me suis dit que tant qu'à recommencer le podcast, il fallait que je le fasse avec des gens dignes de ce nom. Donc, à ma droite, ici, j'ai Alexandre Martel et à ma gauche, j'ai Charles Davignon de l'agence Antilope. Et aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très cool. C'est le cabinet des curiosités qui a été comme fait entre vous deux. Oui. Et puis, qui est un produit absolument fantastique auquel j'ai participé, qui a été un lancement qui a été fait en octobre environ. C'est ça, right? Presque, juste la semaine d'avant. Ouais, fin septembre. Et ceux qui n'ont pas vu passer ça, je ne sais pas où que vous étiez, là, parce qu'il y a eu à peu près 1 million d'infolettes qui ont été envoyées par tout le monde en même temps. Ça a fait un très, très gros buzz dans toute la sphère entrepreneuriale au Québec et en France, partout en fait en francophonie.
Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat au niveau des ventes, au niveau de l'affiliation, au niveau de l'orchestration de cette promotion-là? D'où est-ce que vous est venue l'idée de faire ça? Est-ce que c'était le fun ou est-ce que c'était un calvaire, un casse-tête incroyable? Fait que, écoute, je vais commencer par te donner la parole, Alex. Tu vas nous présenter un peu le concept derrière le cabinet des curiosités, d'où est-ce que c'est venu, puis c'est ça, un petit TLDR, là. All right. Fait que, et TLDR, OK. Donc, le cabinet des curiosités, c'était un bundle de plus d'une centaine de petits produits numériques. Donc, pas nécessairement des formations, mais plus des petits ateliers très courts des fois, des outils, des gabarits, par exemple, des gabarits Notion, Canva, etc., des calculateurs. Bref, toutes sortes de produits numériques différents qu'on rassemblait ensemble dans un package puis qu'on vendait à 96% de rabais. Donc, tu avais pour à peu près 9 000 $ canadiens de produits dans le cabinet que tu pouvais acheter pour 299 $. Puis ça ressemble à ça. Puis l'idée, en fait, moi, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. C'est un des produits que j'achète le plus sur le marché américain parce que j'aime ça essayer des affaires puis découvrir des nouvelles choses. Puis voilà, c'est comme ça te fait découvrir plein de créateurs que tu n'aurais peut-être pas vu sinon. D'un point de vue aussi infopreneur, ben c'est le fun de regarder comment les gens font leurs affaires. Fait que tu peux aussi faire de l'espionnage industriel en même temps. C'est comme que du bonheur. C'est l'objectif 1 du cabinet. Là. Ouais, c'était ça notre tagline. Non, vous avez été voir tous les infopreneurs là, de la francophonie, puis vous leur avez dit essentiellement, est-ce qu'on peut aller regarder qu'est-ce que vous faites behind the scenes? On aimerait ça avoir vos secrets. Exact. Donc, et toi, dans le fond, ton rôle de tout ça, je pense que ça a été plus de coordonner, de faire les contacts, de faire la logistique, la technique derrière ça. Tu me parlais un peu là, du behind the scenes de ce projet-là. Oui. Dans le fond, Alex a cette idée de faire un gros bundle qui rassemble plein de monde. Le gros défi, c'est un projet trop colossal pour le faire à une personne. Puis, bon, on se connaît depuis le berceau, fait que, ça fait longtemps que le berceau entrepreneurial, là, pour ceux qui nous écoutent. Donc, ça fait longtemps qu'on collabore ensemble, fait que l'union pour ce projet-là, c'est fait naturellement. Mais... je t'arrête tout de suite. Est-ce que vous vous êtes rencontrés à cause de la tranchée? Oui. Wow! Oui. T'as-tu un code promo, quelque chose, là? Il n'y a pas de code promo, mais je veux juste souligner le fait que c'est vraiment fantastique, cette communauté-là. Oui, c'est vrai. Puis ce projet-là n'existerait pas si la tranchée existait. Oh my God! Fait que dans le fond, c'était tout de ma faute. C'est tout. Ouais, voilà. Si ça se passe bien, c'est grâce à toi. J'adore la conclusion de ce podcast. Donc, on vous revoit la semaine prochaine. Si tu n'étais jamais né, la tranchée n'aurait pas existé. Donc, peut-être qu'on peut, dans le fond, donner le mérite à ta mère. Donc, salut ma mère, Claire. Salut Claire. Allô, Claire. Donc, oui, dans le back-end, ça ressemble à quoi? C'est quoi la grosse architecture? Parce que c'était pas un petit projet, là. Il y avait énormément puis ça a été très, très bien fait, d'ailleurs, énormément d'outreach entre toi, les gens que vous avez recrutés pour ça. Ouais. Il y a eu une campagne d'outreach aussi qui s'est faite pour être capable de trouver toutes ces personnes-là qui allaient être down pour donner, tu sais, tu te donnes quasiment gratuit, là, ton bidule, à 96% de rabais, là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui sont peut-être pas nécessairement à l'aise là, de donner leur contenu sur lequel ils ont travaillé de façon acharnée pendant des mois. Tu sais. Je m'inclus là-dedans. Bon point. Je vais te parler un peu de comment on a recruté justement les 117 personnes, les 115, parce qu'on avait tous les deux un produit dans le cabinet. Fait que, il y en avait 115 autres. T'sais, le but du cabinet de base, c'était que ce soit une collaboration colossale. Qu'on ait l'idée de base, c'était comme on a au moins 100 personnes qui viennent ensemble. Fait que de base, on pouvait pas juste aller regarder 100 personnes dans notre réseau pour faire comme « Hey, les 100 amis qu'on a, voulez-vous chip in? » Parce que ça aurait été la même grosse communauté qui se fait juste blaster par 117 personnes qui connaissent déjà. Puis ça aurait pu se faire, mais on voulait sortir des cercles, aller chercher du monde que nous, on connaissait pas, qui nous connaissait pas non plus, puis de juste faire le truc le plus gros possible en allant chercher des cercles différents. T'sais. Puis je pense que tu l'as remarqué, il y a sûrement plein de monde dans le cabinet que toi, tu connaissais pas avant puis que tu as pu découvrir. Puis Alex pourra parler aussi de l'idée agnostique des sujets qu'on a parce que je sais que c'est une idée qui était très forte pour toi. Mais au niveau du recrutement, ce qu'on a fait, c'est que premièrement, on est allé chercher notre cercle rapproché qu'on connaissait déjà un peu. Genre nos amis, les experts qu'on voyait un peu de loin, mais tout le monde qu'on savait qui avait une bonne expertise, puis soit qui ont déjà un petit produit de qualité ou qui pourraient nous en sortir un pour le cabinet de qualité basé sur leur expertise qu'on connaît déjà. Parce que c'était comme le point principal de base, c'est qu'on veut que ce soit 117 bons petits produits qui valent la peine d'être consommés, puis pas juste comme 117 vieux e-book plates que personne va checker puis que tout le monde va être déçu de voir. T'sais. Fait qu'on a commencé par ça.
Puis une petite tactique qu'on avait, c'est que dès qu'on invitait quelqu'un au projet puis qu'il acceptait, on lui disait « Connais-tu quelqu'un d'autre à nous recommander pour le cabinet? » Fait qu'on a eu plein de premières références comme ça. Puis de ça, ensuite, on est allé chercher des candidatures. Quand on avait une couple de oui, on a plein de monde qui embarquait avec nous, qu'on connaissait. Là, on est allé un peu en mode candidature. Puis c'est principalement Alex dans sa communauté, parce que Alex a une plus grosse communauté. Puis on a demandé aussi à Julie et Julia, qui a une grosse communauté francophone, côté Europe un peu plus, de dire OK, il y a un gros projet sur les petits produits qui arrivent. On ne peut pas vous dire c'est quoi. C'est vraiment excitant. Tu vas avoir de la visibilité si tu es sélectionné, mais on dit c'est tout ce qu'on peut dire. Si ça t'intéresse, entre ton petit produit dans ce formulaire-là. Puis basé là-dessus, on a comme eu plusieurs centaines de candidatures. Je pense que c'était 300-400. T'sais. On a filtré beaucoup parce qu'on ne pouvait pas dire grand-chose sur le projet. Fait qu'on a eu plein de petits produits pour les parents. Là, je pense que si on voulait faire un bundle sur la parentalité, On est prêt. on est prêt. Si quelqu'un ici avait besoin de conseils sur la parentalité ou est en train de s'intéresser à ça, genre, on pourrait faire un bundle avec ces produits-là puis on aurait un client. Fait on a trié tous ces produits-là, puis c'était vraiment, encore une fois, basé sur est-ce qu'on est capable d'avoir quelque chose de qualité. Ce que tu viens de dire. Ben, parce que je suis très drôle. Ils sont comme, oh my god, de quoi qui pour... Non, ils font comme, mais c'est pas drôle. C'est quoi la part? Bon, fait que là, il faut que je fasse l'annonce officielle, ça a l'air, j'ai pas le choix. Ma blonde, elle a fait un post sur Facebook un matin, anyway. Donc, le chat est sorti du Le chat est sorti du sac. Ma blonde est enceinte. On va avoir un enfant. On ne sait pas encore si c'est un gars, si c'est une fille. Elle est à 13-12 semaines, quelque chose dans le genre. Fait que c'est ça. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de me teaser. Je suis un futur papa et j'ai aucune idée dans quoi je m'embarque. Donc, j'arrête pas de dire des choses niaiseuses comme ça a l'air facile. Ou des dad jokes, vraiment. Mais des dad jokes, c'est cool. Là. Fait que, Ouais. bref. Et pour ceux qui connaissent un peu Midjourney, toi, tu prends Midjourney. Ouais. Right? Toi aussi, tu prends Midjourney. Tout le temps. Ceux qui, bon, tout le temps. À matin, tu l'as pris. Oui. Avant de venir ici, je t'ai vu, tu étais là-dessus. Donc, ceux qui ne savent pas c'est quoi Midjourney, c'est un algorithme d'intelligence artificielle qui permet de générer des images vraiment hot avec un prompt. Et Tu peux pas essayer de T'as vu ce générer. qu'on fasse? Tu peux pas essayer de mettre Olivier Junior sur Midjourney. hey, là, vous m'avez tellement interrompu que je ne sais même pas où je m'en allais avec ça. Incroyable. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de podcast, j'ai peut-être perdu quelques skills. De tout ça, non, ok, je sais exactement ce que je m'en allais. Il y a une feature dans Midjourney où ce que tu y donnes une photo et il va te donner des prompts qui vont te permettre de générer des images similaires. Fait que tu fais /describe, tu mets ton image sur Discord et ça va te dire, bon, ben, tu sais, voici 4 prompts qui pourraient générer des images similaires. Puis moi, j'ai mis une photo de moi et dans chacun des prompts, il y avait dadcore. Ça a l'air que j'ai un look de papa, sans le savoir. Fait que dadcore, c'est j'ai été après ça sur Google pour me rendre compte que c'était vraiment comme un fashion thing. Que ça existe. Quand t'incarnes le papa avant. Bête. Même le LLM voit le Exact. L'intelligence artificielle était comme this guy, comme il va avoir plusieurs enfants, c'est sûr. Bref, donc, tu étais en train de recruter les gens. Et dans le fond, parce que c'est ça, il y a eu énormément de gens qui se sont probablement inscrits à votre formulaire et tu peux pas prendre n'importe qui. Là. Donc, ça a été quoi le processus de sélection? Premier critère, c'était vraiment d'avoir des produits qualité. C'est du monde qu'on connaît pas pour une grande partie qui faisait des candidatures. Fait qu'on pouvait pas juste faire comme cette personne-là a l'air nice, ça fait des bonnes stories, let's go, on prend son produit. T'sais. Fait que ça a été de premièrement regarder les produits et de faire comme est-ce que ce produit-là est vraiment bon de base? Est-ce qu'on peut mettre ça de l'avant pour faire comme let's go, je suis fier? Peu importe est-ce que nous, on en a besoin ou pas à notre moment dans notre entreprise, peu importe. Tu sais, on a même des produits qui étaient plus dans un côté mindset, même un côté spirituel, astrologie, etc. Mais est-ce que ce produit-là est bon? Peu importe son domaine, peu importe ce qu'il propose, est-ce qu'il va vraiment amener sa promesse? Puis, est-ce qu'il marche dans nos critères? Fait que c'est un petit produit, généralement à moins de 100$, qui se consomme rapidement aussi, grosso modo en moins de 3 heures, pour vraiment amener un résultat. Parce qu'on ne pourrait pas faire un bundle de 100 formations en ligne qui mettent 20 heures. Ça ferait beaucoup de valeur, mais ça ferait comme rien d'applicable parce que tu peux pas faire 100 formations en ligne de 20 heures dans une année. Ça fait aucun sens. En tout cas, c'est un conseil que je vous fais à la maison, faites pas ça. Fait que c'était la réflexion derrière. Puis après ça, on s'est aussi basé sur les communautés. Est-ce que la personne en question qui candidate et qui propose son petit produit a déjà une communauté, a déjà une certaine crédibilité dans son domaine? C'est sûr que oui, côté marketing du cabinet, on voulait qu'il y ait des communautés les plus grandes possibles.
Mais pour autant, ça n'a pas été notre critère premier parce qu'il y a plein de gens avec des grandes communautés qui ont des petits produits qui marchaient peut-être moins pour le cabinet, qu'on s'est dit, bon, cette fois-ci, on le fait pas pour ça. Fait que ça nous a fait plein de choix déchirants. Je sais qu'on s'est parlé de comme, on a 2-3 produits dans exactement le même truc, qu'est-ce qu'on choisit, etc. Puis ça s'est fait sur. On a vu les gens qui font du SEO. Ouais. Tu sais, comme des fois, on avait plusieurs produits sur une même thématique. Puis là, ça devient aussi, ben, on en a déjà accepté 40. Puis là, on veut qu'il y ait un fit, on veut qu'il y ait une complémentarité dans les choses. Puis le côté, c'est ça. Moi, je voulais vraiment que le bundle soit agnostique, genre, dans le sens que je trouve qu'en entrepreneuriat, il y a beaucoup des chicanes d'église, là. Genre, ah, moi, je tripe sa prospection. Puis si j'ai vu un truc sur Threads récemment, c'était comme, si t'aimes pas prospecter, t'aimes pas l'argent. Tu sais, puis là, je trouvais ça vraiment genre bon. J'étais comme plein de monde font d'une bande. Tu sais. Ah, c'est vraiment surprenant, ça. Ouais, il y a. Toi sur Threads, je veux dire. That joke. Mais il est prêt, il est prêt. Non, mais c'est un peu ça, tu sais, il y a comme vraiment des écoles, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui va promouvoir les mêmes façons de faire, les mêmes stratégies, les mêmes approches. Puis là, moi, j'avais le goût qu'il y ait des gens qui collaborent ensemble, que jamais ils se retrouveraient sur le même projet normalement. Puis ça, c'était très satisfaisant pour moi, là, tu sais, d'avoir, mettons, Oli Lambert, Mélissa Normandin-Roberge, puis comme, tu sais, sur le même projet, c'est comme, c'est weird, là. On a une très bonne relation, moi et Mélissa, je comprends. Ouais, mais en voulant dire, vous avez zéro la même audience, vous avez pas du tout les mêmes approches, le même style d'enseignement, les mêmes sujets d'intérêt. Écoute, c'est parfait. honnêtement, regarde, on vient tous deux de la Mauricie. Elle a été élevée au Lac-à-Tortue. Moi, j'ai été élevé à Saint-Georges-de-Champlain, à côté, littéralement à moins de 5 minutes de voiture. Là. Donc, moi puis elle, c'est comme... Presque la même on est la même personne. C'est exactement ça. Mais ouais, puis même en termes d'angle, puis aussi en termes de pratique où on avait des formations puis des produits sur les réseaux sociaux, puis sur Instagram, puis sur ces trucs-là. Puis on avait d'autres que c'était comme, hey, si tu veux pas avoir de réseaux sociaux dans ton marketing, voici comme différentes alternatives. Fait que c'était comme, ça, on l'a vraiment vu comme un buffet de tu y vas pas en mode tu te gaffes puis tu prends tous les produits, mais tu y vas en mode sélectif, stratégique de qu'est-ce que j'ai vraiment besoin dans ma business. Puis il y a un peu tout, mais je vais choisir les 10, 15, 20 produits qui vont vraiment m'aider dans mon année, puis ça va comme m'amener exactement ce que je veux. Puis je vais mettre de côté le reste parce que no need for it, puis c'est vraiment correct. Ouais, puis c'était rentable à comme peut-être, je pense, 5 produits en moyenne à peu près. Là, ton achat était rentabilisé dans le fond. Fait que, De toute façon, je veux dire, si la personne avait pris la mienne, ça a été rentabilisé, c'est sûr, à 100%. Voilà. Écoute, moi, mon produit, c'était ma formation sur Bitcoin qui m'avait pris énormément de temps. Je ne sais pas, ceux qui n'ont pas encore vu ma formation sur Bitcoin, sûrement ceux qui écoutent le podcast ont tous déjà pris ma formation, mais en tout cas, si jamais c'est le cas et que vous ne l'avez pas encore pris, il est trop tard pour le prendre à travers le cabinet, mais il est encore disponible sur le site web de la tranchée. Bref, il peut y avoir un code promo qui va défiler à l'écran. Il y a une manière tout le long avec des codes promos différents. Tu sais. Non, mais moi, j'ai jamais eu de sponsor sur mon podcast. Tu sais, je veux dire, maintenant, les gens, c'est de plus en plus populaire. Là, tu sais. Ça a été présenté par Sex Plus, tu sais. Mais, je sais pas c'est quoi les autres. Eros et compagnie. Je sais pas c'est qui. J'écoute pas beaucoup de podcasts québécois, là. Ben honnêtement, c'est qui les sponsors qu'il faudrait que j'approche si jamais je... Eros et compagnie, c'est que tous les podcasts. Considérant qu'ils peuvent pas mettre du budget dans du Facebook Ads ou des trucs classiques parce que c'est genre des jouets sexuels et des produits pour adultes, ils possèdent tous les podcasts du Québec. Le product market fit est moyen là, par contre. Toujours là. Comme tout le monde a besoin d'une bonne santé sexuelle. Tu sais, je veux dire. OK. Fait que là, dans le fond, toi, tu es en train de me dire que tu as une agence marketing, tu donnes des conseils aux gens dans la vie. C'est ça ton métier? Oui. OK. Donc, agnostique aux produits, ça veut dire que dans le fond, tu voulais vraiment aller chercher là, des sujets qui étaient excessivement variés. Bon, comme que je viens de mentionner, ma formation sur Bitcoin, il y en avait du monde que c'était sur la pub Facebook, il y en a d'autres que c'était sur le SEO, sur les LLM. Des trucs full performance. Exactement. Quand j'ai regardé là, la liste de produits qui étaient offerts, j'étais comme, oh my god, tu sais, comme jamais j'aurais besoin de ceux-là, mais j'en ai trouvé qui étaient quand même intéressants. Fait que t'as raison dans le. Puis non seulement ça, mais il y a beaucoup de gens que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient comme type de... Tu sais, en tant que formateur puis en tant qu'entrepreneur, j'étais curieux de savoir, OK, lui, il a l'air à se démarquer, mais ce qu'il fait, est-ce que c'est bon? Et justement, le fait que tu étais comme dans une communauté où c'est juste des infopreneurs, tu pouvais pas te permettre de juste mettre un petit produit cheapo sur le site que tu as un peu honte de donner, tu sais. Il fallait que ça soit bon à cause que tu le sais que tu allais être jugé un peu par tes pairs. Fait que moi, en tout cas, il y avait cet aspect-là qui... Je suis assez d'accord. Non, vraiment. Puis les bondelistes, les personnes, les experts qui ont contribué au cabinet, ils avaient tous accès au cabinet avant tout le monde. Puis on a vu plein de bons commentaires de comme hey, j'ai déjà downloadé 15 trucs puis je suis déjà vraiment fan. Fait que
je pense que cet effet-là a marché. Tu sais que tes J'ai pères. déjà acheté du Bitcoin et j'ai déjà fait de l'argent. Oui, voilà. Exact. C'est bon. Oui, ça a spammé ça, c'était vraiment fou. Hein? Non, mais pour vrai, c'est un bénéfice aussi dont on parle pas souvent de participer à des collaborations, mais comme tu te fais des contacts, tu découvres des gens qui ont des atomes crochus au niveau de leur manière de créer ou de leur valeur ou quoi que ce soit. Puis après, ben, tu as envie de collaborer avec eux. Puis on a déjà plein de gens, même avant le lancement, qui ont fait des podcasts à plusieurs, qui sont organisés, qui ont fait des collabs. Puis ouais, c'est cool ça. Vraiment. Ça, je pense que ça a été le plus gros truc du cabinet. C'est au-delà d'aller générer de la visibilité, des leads, des ventes du cabinet. Je pense que c'est le plus gros truc, c'est les ventes, définitivement. Puis je pense qu'il faudrait qu'on en parle comme plus rapidement possible parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir. Ouais. Ça a-tu fait de l'argent, cette affaire-là? Ça a-tu valu la peine que je me fasse spammer par à peu près 50 infolettes pendant une semaine? By the way, on voit la souris d'ordinateur là, ça me tape tellement sur les nerfs. Je suis... Prends-la, mets-la à terre. Je suis désolé pour les gens qui sont en audio seulement, là, mais c'était inacceptable pour ceux qui allaient écouter. Bref. L'audio description, la souris est partie. Merci. Fait que ça te fait de l'argent, cette affaire-là. C'est qui est le plus familier avec les chiffres entre vous deux? J'imagine vous deux, mais plus toi? Ouais. Fait que ça ressemble à quoi? Moi, je sais que j'ai un petit chèque, mais encore. Ben, grosso modo, on a vendu à peu près 1200 quelques cabinets. Fait que, au final, c'est un projet qui a généré 350 000 de ventes au total. Pour une première année, on est vraiment content. On avait plein d'objections qu'on avait prévues, d'objections qu'on n'a pas prévues. Fait que, nos attentes étaient comme entre plus bas que ça et vraiment plus haut que ça. Puis on se disait comme advienne que pourra, puis on va comme en vendre le plus possible parce que le deal est là, puis pour un temps limité. T'sais. Fait que, concrètement, ça a vraiment bien marché. Puis là où, justement, en termes d'argent puis de rentabilité, là où on a été vraiment surpris positivement, c'est à quel point il y a plein de monde avec des petites communautés qu'on se disait, ils vont en vendre un ou deux, puis that's fine, parce que c'est ça le but du cabinet, c'est comme il y a une grande partie du monde qui vont en vendre un, deux, trois. On avait des bonus aussi à ces chiffres-là, parce que quelqu'un qui a une petite communauté vendre 3-4 produits dans un lancement comme ça, c'est parfait, puis on est bien content. Il y en a plein qu'on s'attendait qui vendent un ou deux, qui en ont vendu 15, 10, 15, 20, 30, 25, 30, 31. Il y en a qui se sont rendus là où est-ce que on était genre, what the hell, d'où est-ce que vous sortez pour en vendre autant? Vos communautés ne marchent pas avec ce chiffre-là, votre liste email ne marche pas avec ce chiffre-là, etc. Fait que je pense que côté, mettons, financier, il y en a plein qui ont tiré leur épingle du jeu de façon vraiment surprenante, que même là, je pourrais pas expliquer pourquoi exactement, mais qui ont fait juste comme, yo, j'ai des techniques que les autres ont pas pour aller chercher des ventes. Fait que ouais, c'était... Ben, puis au niveau de la rentabilité, ce qui est important aussi, c'est que si on se décide à le refaire, ça va être beaucoup plus payant. Parce que là, les systèmes, les processus sont déjà faits. Le back-end est prêt. J'ai fini d'automatiser des affaires. Tout ça, c'est prêt. Puis ça ferait que si on refaisait le projet, même en général, même montant, pour nous deux, il serait plus rentable. Ça, c'est certain parce que ce temps-là est déjà investi puis ces systèmes-là existent maintenant. Ouais. Puis est-ce que c'est dans les plans, justement, de leur lancer peut-être l'année prochaine? Est-ce que ça va être un projet peut-être annuel? Est-ce que vous allez à chaque fois demander des nouveaux produits ou ça va être le même corps puis vous allez juste toujours en rajouter pour faire une quantité de valeur complètement ridicule? Ou... Bonne question. C'est sûr que le concept du cabinet est comme trop bon pour juste le jeter aux poubelles puis dire genre c'est bon, on le fait une fois puis il revient plus jamais. Comment il va revenir quand... De quelle façon, je veux dire, il y a plein de bons et de mauvais côtés. Comme c'est un projet qui se critique tant positivement que négativement. Là, genre, proposer autant de produits, ça ramène plein de questions et tout. Fait comment qu'on va le ramener exactement, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est un projet annuel? Ça fait beaucoup de job pour un projet annuel, honnêtement, parce que c'est un projet qui nous a pris presque 1 an et demi à faire, puis c'est énormément de temps, les deux, dans nos horaires pour ça. Ouais. Fait que, mettons, moi, je me vois pas le ramener année après année pendant 10 ans parce que ça fait comme... C'est comme une grosse partie... Versus, on a aussi nos produits, nos services à côté. On veut faire autre chose à un moment donné. Moi, oui. ce que je trouvais raisonnable, c'était probablement peut-être le faire 2 années de suite pour la première fois. Comme là, on a un momentum, on serait prêt, ce serait beaucoup plus facile aussi d'aller chercher des petits produits maintenant, si on veut avoir complètement des produits nouveaux parce que on a fait notre preuve de concept. Il y a des gens qui nous ont dit non, qui vont nous dire oui.
Puis on va recevoir beaucoup plus de candidatures en plus. Donc, ce serait facile de le faire une deuxième fois, 2 années de suite. Mais moi, je pense qu'après, ce serait vraiment plus soutenable puis intéressant de le faire aux 2 ans. Ça laisse le temps aux gens de l'attendre puis d'être un peu en panique. Là. Ouais. Puis Ça laisse le temps aux gens aussi de faire le tour du stock qu'ils ont acheté. Ouais. Il y en a pas mal aussi. Non, c'est ça. On a parlé des objections que tu t'attendais pas à avoir. Ouais. J'aimerais ça que peut-être que tu me dises, parce qu'il y avait du matériel promotionnel qui était fait à l'avance, qui était donné au bundleist. Pour les gens qui écoutent, dans le fond, c'était un lien, c'est un portail de documentation sur Notion avec comme plein d'exemples de qu'est-ce que tu pourrais faire, là, comme infolette, comme publicité, comme post sur Facebook, etc. Donc, vous aviez déjà prévu quelques objections. Oui. Peut-être me dire quelques-unes de eux autres, mais moi, ceux que je suis encore plus curieux, c'est les objections que vous avez reçues, que vous n'avez aucune idée à l'avance que ce genre d'objection-là allait ressortir. Si tu veux, je peux parler de celles qu'on prévoyait d'avance, puis tu pourrais parler de celles qu'on a eues en surprise. Dis-le. Nous, on s'est dit, OK, c'est un bundle. Le concept du bundle est assez connu en francophonie. Tu sais, il n'y en a pas des dizaines et des dizaines comme aux États-Unis. D'ailleurs, pour l'anecdote, tu me disais, Alex, qu'aux États-Unis, il y a tellement de bundles que des fois, les gens achètent puis ils se rendent compte qu'il y a plein de produits qui sont les mêmes au travers des bundles puis Ouais, ils c'est sont ça, pas contents. Sur le marché américain, c'est tellement commun des bundles comme ça qu'il faut que tu regardes les produits pour faire attention de ne pas en acheter 2 qui ont trop de produits en commun. On est comme pas dans le même marché. Non, mais- clairement. Mais bref, tout ça pour dire que on se disait, tu sais, il y a plein de bundles d'industrie qui se font en francophonie. Il y a Catching qui est comme le gros bundle de la business en ligne qui existe déjà année après année depuis comme 5 5 ans. ans. Puis, fait que, tu sais, c'est comme, on n'arrive pas avec quelque chose de complètement nouveau en termes de bundle. On se disait, les gens vont comprendre ce que c'est. Puis ça a marché, les gens comprenaient c'était quoi un bundle et tout. Puis on arrivait en mode, il y a 117 produits. Les gens vont se dire, merde, je pourrais pas toutes les faire. Tu sais, c'est comme c'est impossible pour moi, fait que ça vaut pas la peine que je l'achète. Donc, notre première grosse objection prévue, puis notre première grosse ligne de marketing, c'était tu n'as pas à toutes les faire pour que ce soit rentable. Tu dois choisir, tu dois stratégiquement décider lesquels que tu veux, puis on est vraiment allé en partageant ce mode JOMO-là, au lieu d'avoir le FOMO, d'avoir peur de passer à côté de plein de produits, ben, est le joy of missing out, de genre choisir consciemment les produits que tu as vraiment besoin, puis mettre les autres de côté en te disant, ben, si je les veux, ils sont là en bonus, je peux m'inscrire, mais ceux que j'ai vraiment besoin, je vais vraiment les faire pour vrai. Ça peut être 5, ça peut être 10. Puis on a même fourni un calculateur parce que les gens cochaient les produits. Ça, c'était beaucoup de job qu'Alex a fait à la dernière minute, mais vraiment avec brio. Avec brio. Mais comme tu pouvais cocher les produits en euros ou en canadien, fait que c'est 2 fois plus de job. Et ça donnait la valeur totale des produits versus la valeur, le prix du cabinet. Fait que c'était vraiment centré autour de ça de t'as peur de pas toutes les faire, c'est normal. Fais-les pas toutes. Fais-en 10, fais-en 15, ça va être bien assez, puis tu vas avoir ta valeur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Alex, face à ce message? Jesus Christ. OK, fait que ça, on l'avait très bien anticipé et donc on a tourné tout notre marketing, nos arguments envers ça. Et là, il est apparu un deuxième type de prospect que moi, j'avais vraiment pas imaginé, qui était une question qui revenait sans arrêt, qui était « Ouais, mais je peux-tu prendre les 117? » Comme si le fait de communiquer comme ça sur l'idée que t'es pas obligé de tous les choisir, que tu peux faire des choix, ça crée une peur chez les gens. Ouais, mais moi, si j'y veux toutes, là, je veux toutes les downloader. Puis c'est la question qui revenait le plus souvent. Fait que là, on se disait, si on le refait, c'est évident qu'on fait des publicités dans les 2 angles, en simultané pour que comme on réponde en fait à ces... Il y a vraiment comme 2 types de prospects. Il y a comme le prospect qui veut tout bouffer, genre, puis qui a peur de pas pouvoir tout bouffer, puis qui a des limitations sur le nombre de produits qu'il peut prendre. Oui, absolument. Puis il y a l'autre qui est comme overwhelmed, troublé. L'autre truc qu'on n'a pas anticipé puis qu'on aurait dû faire, et je m'en veux un peu pour celui-là, là, parce que j'aurais pu y penser. Écoute, on peut pas revenir dans le temps. Ouais, c'est ça. Mais dans le marché anglophone, les petits produits, c'est extrêmement commun. Il y en a plein. Je veux dire, c'est le marché est beaucoup là-dessus ces temps-ci. Je pense que les gens achètent moins de formations en ligne qu'avant. C'est un bon premier rachat à faire pour les gens d'acheter quelque chose de petit. Et donc, il y en a plein. Tout le monde sait c'est quoi. Mais là, en francophonie, c'est pas si clair que ça. C'est quoi un petit produit? Tu comprends? C'est pas quelque chose qui est si commun que ça en infoprenariat. Et donc, on a des gens que pour vendre le bundle, c'est quoi le réflexe en francophonie quand on vend quelque chose de digital? Tu utilises le mot formation, formation, formation. Puis si
un bundleiste avait le malheur de dire que c'était 117 formations, tu viens de créer l'objection, j'aurai jamais le temps de faire 117 formations. Alors qu'il y a plein de produits qui n'étaient pas des formations. En fait, les quelques formations qu'on avait dans le bundle, ils étaient courtes, ils étaient vraiment bonnes. Mais sinon, beaucoup de choses que tu peux télécharger puis utiliser immédiatement. Tu sais, je veux dire, des templates pour tes publications Instagram, genre, c'est pas quelque chose que tu ajoutes à ta to-do list, là, tu le télécharges, là, puis c'est tout. Tu sais. Ouais, ça raccourcit ta to-do Fait list. que l'an prochain, je fais une liste de mots interdits. Dans cette liste, le premier mot, ça va être formation. Tu n'as pas le droit d'utiliser le mot formation dans le marketing du bundle. Pour pas créer cette attente-là, cette peur-là qui n'avait pas lieu d'être parce que c'est pas ça des produits numériques. Puis je l'ai pas anticipé, puis je m'en voulais un peu. Mais en même temps, on a été très chanceux d'avoir un bon contact avec les gens qui faisaient la pub avec nous, qui nous communiquaient comme ça tout ce qui se passait, c'était quoi les peurs des gens, etc., etc. Un autre truc qu'on n'avait pas vu venir, par exemple, c'est le fait que les gens qui ne connaissaient ni moi ni Charles avaient vraiment peur que la qualité des produits soit pas au rendez-vous. Donc, par exemple, en plein milieu de lancement, on a demandé à tout le monde de faire des mock-ups de l'intérieur de leurs produits. On a ajouté des mock-ups dans la galerie. On a pu pivoter comme ça en cours de lancement très efficacement parce qu'on avait un bon contact avec le monde qui faisait la campagne de pub. Puis ça, c'était vraiment le fun. Ouais. Puis moi, je pense aux objections que j'ai reçues quand j'ai fait justement les infolettes puis les posts que j'ai en lien avec tout ça. Puis la première objection que j'ai reçue, c'était justement, c'est comme, il y a bien trop de stock, j'ai l'impression que je ne vais jamais être capable de passer au travers. Fait que, puis, en même temps, il faut se mettre aussi à la place des gens que, OK, c'est cool quand que tu connais quelques personnes dans le roster, sauf qu'il y a tellement de monde que tu peux pas connaître chacune de ces personnes-là pour te dire, OK, ça, c'est sûr que ça va être bon, ça, c'est sûr que ça va être bon. Fait que tu y vas un petit peu par titre, puis un petit peu par thématique. Puis, mais il y avait tellement de choses que ça prenait comme au moins là, 10 minutes à scroller à travers tous les produits. C'était ça le but, en fait. C'était que tu en ailles tellement que tu dis, c'est sûr que là-dedans, je trouve des choses qui sont pour mon compte et qui vont m'intéresser. Mais tu as raison, c'était un des gros points c'était, je connais pas l'organisation du cabinet, je sais pas c'est qui, je connais une personne, mettons, qui m'en parle. Puis là, j'en ai genre 116 ou 115 ou 114 autres que j'ai aucune idée de si je leur fais confiance, de si leur stock est bon, de si leur produit va être bon, etc. Fait que ça a créé cet effet-là où, même si le bundle en tant que tel, c'est comme un no-brainer parce que tu as tellement de valeur pour un si petit prix, mais là, c'est OK, j'ai comme au moins 100 personnes que je connais pas, puis je ne sais pas si leur produit va être bon. Puis au final, les actions qu'on a mis en place pour présenter les gens, ont fait une partie de ce travail-là, mais on pas tout résolu parce que, naturellement, quelqu'un qui est un peu sceptique, c'est normal. C'est normal, tu vois 117 produits que tu sais pas. Tu sais peut-être pas c'est quoi un petit produit. Tu dis, c'est-tu des leads magnets, juste mis dans un truc payant? Est-ce que. Fait que, il y a eu cette interrogation-là aussi qu'au final, je pense qu'on pourra jamais s'enlever au complet parce que c'est normal d'être sceptique un petit peu de gens que tu connais pas. Mais là, on l'a fait une première fois, on a une tonne de témoignages de. Ça va, ouais. Il y a ça aussi que comme maintenant que la table est mise pour une deuxième fois, je pense que ça va aider aussi. On voyait beaucoup dans notre courbe de vente parce que les 2 premières journées, c'était beaucoup mes clients qui achetaient. Mettons qu'on aurait comparé la liste des ventes du cabinet à la liste des acheteurs de mes formations. Les gens qui ont acheté en premier, c'était les miens, parce qu'ils étaient comme, c'est Alex qui fait ça, puis de moi et Charles, c'est moi qui ai la liste. Là, fait que c'était comme... Ces gens-là me connaissaient, me faisaient confiance, puis savaient que j'allais rassembler quelque chose d'intéressant, puis c'est vraiment eux qui ont acheté les 2 premiers jours. Puis après, notre courbe a fait un J majuscule terrifiant. Parce que moi, je dois avouer que j'ai fait un infolette la première journée, puis j'ai quand même été comme, what the fuck? C'était un très, très bon produit, une très, très bonne valeur, puis finalement, ça n'a pas donné grand-chose de mon côté. Mon pourcentage de conversion était quand même assez bas, là. Ah ouais, c'était fou, là. C'était que mes clients qui achetaient, puis vraiment, les inconnus, les personnes qui venaient pas de ma communauté, c'est les 2 dernières journées. C'était... De très loin, là. Ouais. Comme un peu fou. Genre, on a fait des centaines et des centaines et des centaines de ventes l'avant-dernière journée. Puis là, je me disais, ça peut, on va-tu avoir encore une aussi grosse montée? Puis on a fait plus que le double de ventes la dernière journée. Et puis là, j'étais comme, mon Dieu, mais people, Mais dans le fond, vous aviez vraiment besoin d'attendre. Si on prend un genre de répartition là, des ventes par jour, on pourrait dire que, bon, la première journée, vous avez fait peut-être quoi, un 10% ou 15% des ventes. Quelque chose comme ça. Jusqu'à l'avant-dernière journée, vous avez peut-être fait un genre de 20 à 30% de plus. Puis les 2 derniers jours, c'est vraiment là que... Je dirais que dans les 2 derniers jours, on a au moins fait un genre de 50% des ventes, voire plus. Ouais, peut-être même un... Il me semble que quand j'avais regardé, on avait fait 65% des ventes les 2 derniers jours. Puis ce qui est fou aussi, c'est qu'au milieu, on n'a pas eu de baisse totale. Moi, d'habitude, quand je fais des lancements, j'ai une chute.
au milieu où vraiment, comme un U, là, ça descend complètement. Mais là, tous les jours, on faisait le même nombre de ventes au milieu parce que je pense qu'on continuait de convaincre des sceptiques un petit peu tous les jours, tu sais. Fait que ça fait plus un genre de crochet. C'était bizarre. En tout cas, Ben, vous aviez un budget intéressant. publicitaire aussi, là, fait que j'imagine que Un vous aviez bon une budget partie des ventes comme quotidiennes de base du baseline qui provenait de la publicité. Là. Ouais, puis au final, il y a beaucoup de bundleistes qui emailaient ou qui communiquaient presque à chaque jour sur le cabinet. Fait que, tu sais, il y avait des gens qui étaient convaincus à chaque jour. Tu sais, c'était pas une action où est-ce que, oui, on avait des contenus minimums qu'on demandait à tout le monde. Tu sais, une annonce au début des ventes, une annonce à la fin des ventes, mais on avait plein qui faisaient des lives, des Ouais. tonnes de trucs pendant. Ça, c'est applications futées qui ont fait un genre de lancement. lancement dans le lancement. Comme... Ouais. Ça, c'était complètement fou. Là. Ouais. Ouais, cool. Fait que, tu sais, ça a comme continuellement, c'est sûr que ça a constamment convaincu des gens aussi. Puis on avait une longue période de vente, on avait quand même 10 jours. Fait que c'était comme, t'avais le temps d'y penser, de remettre ça à demain et tout ça. Fait que c'est normal, c'était prévu, puis on a même prévenu tout le monde. Tu sais, c'est comme, OK, là, le week-end arrive. Tu sais, on lançait ça le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu sais, c'est les premières ventes. Le week-end arrive. Si t'as 0 vente, c'est normal, panique pas. Genre, si. Ouais, puis ça ça allait lève pas. beaucoup rassurer puis motiver les petits parce que pour moi et Charles, même s'ils font pas beaucoup de ventes individuellement, s'il y a 50 petits dans le cabinet qui font 3 ventes au lieu d'une, ça fait une méchante différence à la fin, tu sais. Donc, de garder les petites audiences qui, peut-être, dans une courbe en J, font aucune vente au début, motivées jusqu'au bout, c'était super important pour nous. Ben, justement, je suis quand même curieux là, d'en savoir un petit peu plus sur la répartition des ventes en fonction des affiliés. Ouais. Fait que, normalement, tu as le 80-20, tu vas avoir comme 4-5 affiliés qui font toutes les ventes, puis ça trickle down Ouais. après ça. C'est ça sur le qu'on long terme. s'attendait aussi. Ouais. Mais Et c'est ça que vous avez eu. pas ça qui est arrivé. C'est pas du tout ça qui est Non. arrivé, ouais. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, on s'est dit, on va avoir 4 affiliés qui vont faire 80% des ventes parce qu'ils ont des grosses communautés. Tu sais. On a plein de gros noms dans le cabinet, c'est eux qui vont vendre tout. Puis on va avoir toutes les autres avec 1-2 ventes. Puis ça va être parfait. C'est parfait parce que l'avantage pour toutes les personnes qui ont des petites communautés, c'est pas de faire 5 ventes au lieu de 2. Oui, c'est un petit revenu de plus, mais au final, c'est d'avoir genre des centaines et des centaines de leads qui peuvent découvrir ton produit, qui peuvent découvrir genre ce que tu fais, qui peuvent s'abonner, s'intéresser à tes trucs, puis éventuellement devenir client. Tu sais. C'était ça la grosse valeur. Fait que c'était parfait comme ça, puis c'est un peu comme ça qu'on se l'imaginait. Finalement, répartition vraiment différente. Les grands affiliés qu'on se disait, ils ont une grande communauté et tout. Finalement, il y en a quelques-uns que pour des raisons de timing, ils étaient peut-être déjà en lancement aussi, fait que c'est un petit peu moins ça. Il y en a d'autres que juste ça a moins levé dans leur communauté. Puis on a plein de petits que, comme je disais tantôt, on se disait, hey, tu fais une vente, t'en fais 3. All good, c'est parfait, c'est ça qu'on s'attend, ça va être parfait. Puis de toute façon, comme Alex disait, si on est capable de pousser tout le monde à faire 3 ventes au lieu d'une, c'est gagnant pour tout le monde parce que ça te fait des centaines de personnes qui peuvent te découvrir en plus. C'est vraiment une grosse différence sur le total de leads potentiels pour tout le Mais monde. tu sais, Oli, pour te donner une idée, là, on a une affiliée qui est dans le top 10 des meilleurs vendeurs qui a une liste de courriels de 700 personnes. C'était ce genre de choses-là, tu sais. Tu sais, ouais, comme tu comprends. Fait que c'est assez intéressant de regarder, de regarder les résultats. Ouais. Ça a vraiment. Ouais, c'est ça. on était fiers. Ouais. C'est complètement fou. Oui. Ouais. Puis au final, on se rend compte que. En même temps, j'imagine que, tu sais, quand tu as une liste de 700 personnes, t'as nourri vraiment mieux que quand tu as une gigaliste de comme 50, 60 000 personnes. C'est Parce ça. que là, tu as un espèce de plus que ta liste est grosse, plus que tu as comme des zombies qui s'accumulent à ta liste. Fait que, tu sais, t'as beau faire le ménage, mais. Tu sais, il y a tout le temps des gens qui ils vont peut-être l'ouvrir une fois de temps en temps, mais ils sont un peu blasés de ton contenu ou ils t'aiment encore vraiment beaucoup, sauf qu'ils ont juste plus besoin de tes services maintenant. Tu sais, fait qu'ils sont comme un peu ils te suivent parce qu'ils te trouvent sympa, mais c'est clair. t'as pas un besoin t'as une direct. petite communauté, on a encore plus le goût de t'encourager. Tu sais, c'est comme, ben là, j'ai le choix entre plein de personnes que je connais. Ben, je vais encourager la personne que je sais que, mettons, arriver à 5 ventes, ça va faire une grosse différence versus la personne qui peut-être, elle a déjà une grosse business, elle a déjà une grosse liste, des grosses affaires, puis je le sais que ça va déjà marcher pour elle. Il y a peut-être cet effet-là aussi qui a eu lieu. Dans les techniques de vente, ce que les petits ont fait, les petits qui ont le mieux réussi, recommandaient des produits aux gens en DM. Genre, ça, là, ça a fonctionné. Ouais, écris-moi, puis je te fais un bundle adapté pour toi. Genre, je te connais. Tu sais, à cette taille de liste-là, tu connais les gens qui te suivent. Tu sais, moi, je suis nostalgique là, de cette période-là, un petit peu. Là, mais tu sais, le moment où, je sais pas, moi, Valérie qui répond tout le temps à ton infolette, tu sais, c'est qui Valérie? Genre, fait que quand Valérie t'écrit, hey, j'hésite à acheter le bundle, ben t'es comme, hey, toi, Valérie, tu fais telle affaire, tu pourrais prendre tel produit, tu y fais un loom. Genre, ça, là, ça a très bien fonctionné pour les gens qui avaient des plus petites audiences. Ça, c'est un chatbot. Aurait été quand même nice. Je l'ai essayé, c'était dans mes nice to have, puis j'ai pas eu le temps.
Mais c'est certain que j'aurais aimé ça. Tu sais, un chatbot qui, dans le fond, j'en avais fait un pour Catching. En plus, j'en ai fait un pour le bundle de Jen. Tu sais, c'est juste que nous, c'est un peu plus complexe vu la quantité de produits. Il aurait fallu qu'il soit capable d'aller chercher l'info à l'externe. Puis j'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'était dans mes projets parce que c'est tellement le fun. Tu sais, pour Catching, ce que j'avais fait, c'était exactement ça. Il te pose des questions, le petit robot sur comme quitter, c'est quoi ton entreprise, tout ça. Puis après ça, j'utilisais évidemment GPT pour faire des recommandations de formation qui étaient dans Catching, mais qui venaient s'appuyer sur ce que la personne avait dit. Fait que tu m'as dit que tu avais besoin de ça, je pense que telle formation serait bonne pour telle raison, puis c'était super convaincant. Fait que c'est sûr que c'est mon... Quand on va le refaire, si on le refait? Prochaine fois. La prochaine fois, c'est mon premier projet maintenant que toutes les automatisations sont faites, la tech existe. Puis, parlant de tech, justement, parce que c'est un autre des sujets que j'avais dans ma liste là, pour en discuter. Je suis curieux de savoir, ça a été quoi dans le back-end? Ça ressemble à quoi, le petit stack technologie? Je sais que vous êtes fan de Airtable. Airtable partout, Oli. Tellement de Airtable là-dedans, c'est glorieux. Ouais. Comme... Puis, mettons, que tu peut-être expliquer un peu le rôle de Airtable dans tout ça versus le reste. Comme si Google Sheets avait un cousin vraiment plus sexy puis plus cool, genre. OK. Ça, en fait, c'est des bases de données que tu crées sur Airtable. C'est très facile d'utiliser ça après pour nourrir des automatisations, que tu saches coder ou pas. Donc, no code, si tu utilises par exemple Zapier, Make, whatever, ou même à l'intérieur d'Airtable, tu peux faire des automatisations maintenant. Mais tu peux aussi faire rouler des scripts, etc., etc. Fait ça t'ouvre beaucoup de possibilités au niveau des automatisations. Et nous, le projet en entier presque a été géré dans Airtable. Fait qu'on avait des bases de données puis des vues pour tout, absolument tout. Autant pour filtrer les candidatures. Tu sais, les gens remplissaient des formulaires avec Tally, là, que tu connais sûrement, qui est comme un petit logiciel de formulaire vraiment facile. De faire gratuitement en bonus à tous les gens qui sont abonnés à la tranchée. Donc, absolument. Ça vaut la peine. Une bannière, là, la bannière passe à ce moment-ci. La voilà, elle est belle. OK. Non, mais pour vrai, Tally, là, vous me donnez ta job. Il va falloir que je fasse des bannières. Il va falloir que je trouve les timestamps où est-ce qu'il faut que je rajoute des bannières. Vu que le fond est vert, peux-tu mettre un fond de galaxie maintenant? Tu peux faire ta transcription par Whisper, puis là, toutes les fois où il y a le mot bannière, tu vas checker où est ton timestamp. De rien. Fait que tu peux faire ça. Mais absolument, fait que Tally, Airtable. Airtable, autant pour le back-end d'un point de vue s'organiser, notre adjointe virtuelle avait accès au Airtable pour suivre les obligations d'envoi, qu'on avait tout, et pour faire le site web, là, si on veut, où tu navigues à travers les produits, c'est aussi Airtable qui nourrit la base de données. OK, dans le fond, est-ce que le front-end est Airtable ou c'est Airtable qui est la base de données avec le software? OK, got it. Qui te permet de faire des petits sites web facilement en te servant de Sheets, Airtable, ce que tu veux, en back-end pour ta base de données. C'était beaucoup plus simple pour nous parce qu'à 117 personnes, assis à toutes les fois que quelqu'un avait une modification à faire dans sa fiche de produit, il avait fallu, par exemple, ouvrir Divi ou un builder de site web, ça aurait été beaucoup plus de travail. Là, on changeait l'info dans Airtable et ça s'adaptait tout de suite partout, ce qui rendait ça beaucoup plus simple. Fait qu'on avait ça, puis sinon, beaucoup d'automatisation, pour que l'expérience, autant de nos collaborateurs puis des clients, soit le fun, ouais. Vraiment. Ben, mettons, ça reste sur Airtable, mais une des grandes fiertés, je pense, qu'on a du lancement, c'est l'expérience qu'on a fait au Bundlist. Tu as parlé du Salon Notion qui regroupait comme 1 million d'informations. Il y en avait vraiment beaucoup, mais c'était comme on avait des guides, on avait comme toutes les infos, les liens affiliés, les dates importantes, toutes. Mais à côté aussi, on avait un email chaque jour pendant le lancement, comme tu as sûrement vu passer, qui résumait tes ventes au total, puis bon, ben, salut, bon matin Olivier, tu as fait tant de ventes jusqu'à maintenant, il te reste tant de ventes pour atteindre le prochain palier. Bon, ben aujourd'hui, on est au milieu du lancement, fait que reste motivé, c'est normal que ça vende un peu moins, etc. Et on est la dernière journée, c'est le temps d'en parler, etc., etc. Ces emails-là étaient automatisés et c'était entièrement logué dans Airtable, les ventes de chaque affilié. Puis pour ça a été quand même lourd à mettre en place, mais ça faisait en sorte que chaque vente sur Thrivecart était loguée avec l'affilié dans Airtable. Fait que, on n'avait même pas les infos de la vente. C'était-tu directement en intégration d'Airtable? Parce que tu m'as mentionné qu'il y a un truc d'automation. On a fait un webhook, dans le fond. Qui est webhook directement de... Exactement. OK. Fait cool. Puis ceux qui connaissent pas les webhooks, puis qui n'ont aucune idée de c'est quoi qu'on parle avec des webhooks, puis c'est des trucs d'automation. Puis... Non, arrête. Tu peux pas dire ça, là. Je viens de sortir une formation sur l'automation. Ça, j'allais plugger. Tu me cock-plug avec ChatGPT. Mais, oui, effectivement, vous pouvez demander à ChatGPT.
Mais vous pouvez également aller regarder ma formation. C'est sûrement le Tu meilleur m'as point enlevé pour commencer. l'air. C'est Tu m'as sûrement- enlevé l'air de mon souffle. Là. Bref, domination mondiale sur pilote automatique. Regardez. Bonne formation. Ce que j'explique, c'est quoi un API, c'est quoi une requête HTTP, c'est quoi un webhook. Tu sais, quand les gens d'automation de marketing, ton agence te parle, puis ils te disent hey, tu peux-tu juste aller donner ta clé d'API, mettre ça dans cette affaire-là, tu sais, ou whatever, peu importe. Puis tu comprends pas trop c'est quoi qu'ils te demandent de faire. Mais ça, c'est comme une bonne base là, qui explique chacun des concepts pertinents. Et Les bases, c'est plus facile aussi de faire des trucs. exact. C'est ça. Non, mais pour vrai, tu sais, parce que moi, Là, toi, maintenant, je t'aime je sais- plus vraiment. Là. Je te trouvais bien gentil. Là. Mais là, ça vient de changer. Là. Aïe, oui. c'est la vie. Bref, il y a une autre chose aussi que j'ai trouvé qui était quand même cool avec le cabinet des curiosités. C'était le concept avec Discord. Les Ouais. genres de... Comment ils appellent ça? Les salons Discord? Les salles de conférence, en fait. Bon, c'est vraiment hot. Ça fait combien de temps que c'est sorti? Est-ce que c'était la première fois que tu l'essayais? En fait, on a utilisé ça souvent quand je faisais, dans les dernières années, mon festival web de la création de contenu. On avait des moments vraiment visuels avec des webinaires classiques, mais le matin, très tôt, on faisait des trucs audio seulement sur Discord. Moi, j'adore Discord. Ma graphiste aussi, on est un peu obsédé par cette plateforme-là. C'est pas mal notre plateforme préférée pour les communautés. Puis... Ouais, c'est juste vraiment le fun. Ces espèces de salons-là, c'est très relax. Tu peux activer la caméra, mais t'es pas obligé. Et ça permet d'avoir des conversations, tu sais, plus spontanées un peu avec les gens. C'est super bien fait. Moi, quand j'avais testé Discord au début de la COVID, pour faire des rencontres secrètes en ligne, tu sais, Ouais. je sais pas si tu te rappelles, on avait fait des salles avec différentes conférences qui se faisaient en même temps. Puis le gros problème, c'est qu'il fallait que toutes les caméras de tout le monde soient activées en même temps et tu avais une limite de 20 personnes. Maintenant, c'est 50. Mais caméra fermée, tu peux avoir 1000 personnes dans ta salle de conférence. Je pense même 3 ou 5000 maintenant. Fait Ça, que c'est parfait parce que tu veux pas avoir comme 5000 caméras Mais ouvertes non. en même temps. Non, Tu vas avoir le présentateur puis la personne qui pose la question après s'il y a une période de Q&A, mais tu sais, that's it. Puis, moi, ce que je trouve qui était, tu sais, avant, il y a toujours eu la solution de Zoom. Parce que Zoom, ça coûte tellement cher pour rien là, Ouais. que tu pourrais juste prendre Discord. Puis avec cette fonctionnalité-là, tu te fais un channel privé, puis tu sais, ça devient un peu ton lead magnet. Puis étant quand on dans- parle d'automatisation, tu sais, c'est que c'est tellement facile avec Discord d'automatiser quoi que ce soit. Moi, mon membership est sur Discord, puis quand les gens achètent, accès automatiquement, retirer l'accès, les rôles, etc., les permissions sont bien faites dans Discord. Puis comme c'est plus ouvert qu'un groupe Facebook au niveau justement des API, ben tu peux faire des choses qui sont beaucoup plus fun. Sans avoir besoin de manuellement prendre chaque personne, y donner le rôle, puis y Ben donner oui. accès à tel truc. Puis là, elle a pas payé, fait que là, il faut que tu aies enlevé l'accès. Puis... Vraiment à l'ancienne, là, tu vas rire, là, mais j'avais déjà fait un genre de défi 5 jours que j'appelais un défi brutal où quand les gens faisaient pas l'action du jour, je les kickais out de mon groupe Facebook. Puis ça nécessitait que je scrape la liste des membres tous les jours, que j'allais voir qui avait rempli son Google Doc, puis que les autres, mon pauvre chum, Marc-Antoine, les supprimait à la main un par un du groupe, tu sais. Puis il y avait comme 4000 personnes dans le groupe la première journée. Fait que beaucoup de travail. Puis aujourd'hui, je veux dire, ces espèces de scrapers-là, on peut même plus les utiliser, là. C'était comme très black hat, un petit peu grey, mettons. Mais bon, c'était comme la solution improvisée que j'avais parce que c'est tout ce qui existait des groupes Facebook. Ben maintenant, avec Discord, tu pourrais tout automatiser ça puis avoir aucune job pour Marc. Puis moi, le truc que j'étais le plus fan de notre salon Discord, parce que il y avait le côté public pendant le lancement, mais il y Ouais. avait aussi le côté comme privé pour les bundleistes qui s'est ouvert comme plusieurs mois avant le cabinet. C'était qu'on avait une section un peu plus comme en mode forum où, tu sais, il y avait une grande question de on veut que ce soit une énorme collab, on veut que les gens collaborent ensemble. Ça fait pas de sens de juste avoir un thread de chat pour proposer des collaborations. Le monde va se perdre, tu sais, ça fait aucun sens. Et puis, Alex et Aimé ont fait comme ben là, on a une fonction sur Discord, pas besoin genre de faire un truc à côté de petites annonces ou quoi. Les gens peuvent poster leurs trucs, puis les gens peuvent répondre à ces annonces-là. Fait que ça a été tellement plus facile de coordonner. Tu sais, on a eu au final, je pense, une vingtaine ou trentaine de propositions de collaboration sur cet espace-là, mais c'était comme hey, moi je fais des lives sur tel sujet, y a-tu du monde qui veut embarquer puis venir sur mes lives pendant tout le mois de septembre? J'ai le goût qu'on fasse un reel collaboratif, ou est-ce que c'est genre je passe le téléphone à telle autre personne, etc., etc. Ça a fait genre 5 reels avec une centaine de personnes au total. Tu sais, comme ça a vraiment, vraiment marché. Des podcasts, des lives, des webinaires, des reels, Des carousels comme des carousels collaboratifs. Il y en a eu tellement. Puis je pense que, tu sais, au final, c'est grâce au fait que les gens ont juste embarqué puis se sont pris au jeu puis ont fait ces trucs-là. Mais je pense que le système autour
pour faciliter ça, ça a vraiment, vraiment marché. Il y a même des gens qui allaient coworker. Parmi les bonnes listes, des gens qui faisaient des coworking. On prépare, mettons, notre séquence du cabinet ensemble dans le salon vocal du Discord. Sans que nous, on organise quoi que ce soit. Fait que moi, je checkais notre serveur Discord, puis c'était comment? Il y a 8 personnes en train de jaser dans le salon vocal. C'est vraiment... Que font-elles? Je sais pas, mais voilà. Puis, ouais. Fait que c'est ça la plus grande valeur du cabinet. C'est parce que tu peux le vendre une shot, voilà, c'est fini. Mais comme le fait que tout le monde ait pu étendre son réseau, puis découvrir, tant les clients en achetant le cabinet, découvrir plein d'experts, mais tant genre les bundlistes en tant que tel de s'entre-découvrir tellement, genre, c'est le plus gros avantage du cabinet, c'est genre, tu viens d'ouvrir ton réseau de contacts à plein de nouvelles personnes que genre, t'aurais jamais connues parce qu'ils sont dans des communautés tellement différentes que ça aurait pris juste un hasard d'une pub ou d'un, je sais pas quoi, d'une découverte random pour les voir, mais là, c'est comme... Il y avait beaucoup de up-and-comer dans les gens qui faisaient les produits, donc, tu sais, quand tu t'en vas dans des... Tu sais que c'est juste des gros noms, ils sont tous un peu blasés puis ils peuvent pas vraiment te parler. Là. Mais quand c'est tout du monde qui veulent faire du réseautage puis faire grossir leur... C'est une énergie qu'on n'aurait pas eu sinon aussi, ça, dans le lancement. Tu sais, les gens qui avaient cette... Ouais. Tu sais, nous, c'est ça, on est jaded, genre. On a besoin de cette espèce d'énergie-là. Je sais pas pourquoi tu dis nous, là. Je veux dire, moi, je suis pas jaded, là. Non, mais un peu, tu sais, je veux dire, c'est plus pareil. Cette énergie-là que t'as quand tu fais tes premiers lancements, que ton infolette est justement à 500, 700 000, 2000 abonnés, tu connais encore ton monde. Comme... Moi, je suis nostalgique là, de ça. Puis toutes mes amies qui passent par cette étape-là, je suis genre, profite-en, c'est tellement nice, tu sais. Puis d'avoir l'énergie de ces gens-là qui sont à cette étape-là, puis pour qui c'était tellement excitant en soi, juste de participer au lancement, ça a même motivé des gens qui avaient plus d'expérience, ça a même, tu sais, ça a amené une dose d'énergie qu'on n'aurait pas eu sinon. C'est des formateurs pour les gens qui ont rarement eu l'occasion de faire des lancements parce qu'il y en a aussi là-dedans que ce que j'ai remarqué, que c'était leur premier produit aussi. Là. Il y a des gens qui n'avaient pas vraiment de produits premium. C'est des entreprises de services aussi. Exact. On en avait dans cette situation-là. Ouais, puis ça m'a étonné, tu sais, la quantité de gens qui ont une pas pire communauté, là, tu sais, une bonne communauté, mettons ça sur Instagram, soit on demandait aussi les abonnés à l'infolettre, puis crème, t'as aucun produit, tu sais, tu ne vends que du service, mais t'as fait toute cette création de contenu-là, je trouvais ça étonnant, puis je pense que pour ces gens-là, le cabinet leur a aussi botté un peu les fesses pour qu'ils se créent enfin quelque chose, tu sais, de... On se l'est fait dire plusieurs fois, genre, hey, ça fait genre 2 ans que je travaille sur ce petit produit-là, puis je l'avais de côté, parce qu'un petit produit, c'est pas le lancement high ticket de l'année qui va faire ton revenu de l'année ou quoi que ce soit. Un petit produit, c'est un atout vraiment intéressant dans une stratégie marketing. Ça peut payer tes frais de pub, ça peut faire plein de choses, mais c'est pas le petit produit qui va faire que tu vas doubler ton chiffre d'affaires. Fait que souvent, c'est le truc que tu pèles par en avant. Sauf que il y en a tellement que ça faisait ça. Genre, hey, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je le sais qu'il faut que je fasse mon petit produit. Il est à moitié fait, il est en train de mourir dans un cimetière sur un Google Drive. Puis genre, let's go, je l'ai fini, tout le monde a trippé. Ça prenait ça. Je te challenge un peu sur l'idée de c'est pas le petit produit qui va faire en sorte que tu vas doubler ton chiffre d'affaires parce que peut-être que les ventes du petit produit vont pas doubler ton chiffre d'affaires, mais si tu prends un tunnel de vente, je veux dire, si ton petit produit est vers le haut du tunnel, non seulement ça va rembourser la pub, mais c'est la première exposition que le prospect a avec le type de service que tu offres. Donc, si la qualité de ton petit produit est next level, il va dire, OK, je suis entre bonnes mains et ça va augmenter ta conversion dans... 100% d'accord avec toi. Puis pour vrai, c'est une recommandation qu'on fait à la majorité de nos clientes puis nos clients qui ont des finances. C'est comme, OK, en ce moment, ça marche. Puis tout. Est-ce qu'on est capable de pré-sceller des trucs, d'avoir un tripwire, d'avoir des trucs? Mais je pense que pour la perspective de quelqu'un qui est en train de planifier ses prochains mois, de qu'est-ce que je priorise, d'un point de vue de j'ai le nez dans le guidon puis je sais pas exactement ce que je fais, c'est le petit produit qui est pelleté par en avant. Même si c'est extrêmement stratégique, même si nous autres, on en a, je sais qu'Alex, maintenant, c'est rendu une grosse partie de ta business, peut-être tu veux... Maintenant, honnêtement, tu sais, j'aime le fait que quand tu crées quelque chose de petit, ça te crée une contrainte, hein? Tu peux pas te demander trop d'efforts à quelqu'un parce que un petit produit, ça va être plus court, ça va être plus petit, le résultat, il faut qu'il soit beaucoup plus spécifique. Moi, ça canalise mon énergie, puis comme j'ai des clients qui me suivent depuis très longtemps, ben j'ai plus de récurrence quand j'ai plusieurs petites offres, tu sais, ça amène vraiment genre du dynamisme un peu dans mon parcours client, puis c'est vraiment le fun. Moi, c'est ce que je préfère. Mes formations en bas de 500$, là, puis mes petits produits, là, comme c'est... Aussi, tu parlais d'un tripwire, rembourser les dépenses de publicité, mais il y a tellement, probablement, de produits de formation en ligne, des gens qui ont essayé de se lancer, qui ont essayé peut-être la publicité Facebook, la publicité passe principalement sur Facebook, on va se le dire. On commence souvent. Puis, ça n'a pas été rentable. Il y a énormément de gens qui ont essayé de faire des campagnes, ça n'a rien donné. Ils ne sont pas capables d'être profitables sur Facebook. Dans le temps, c'était pas mal plus facile. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Et
le fait d'insérer un petit produit dans ce tunnel de vente-là fait en sorte que maintenant, tu es capable de monétiser ton gros produit premium qui va te permettre de faire des ventes parce que maintenant, tu as quelque chose de plus pour monétiser ton tunnel. Fait que ça enable des nouveaux produits à être proposés aux gens. Fait que moi, tous ceux qui écoutent, peut-être qu'il y en a certains qui ont essayé avec un produit X puis que ça n'a pas fonctionné pour différentes raisons. C'est pas que ça n'a pas fonctionné. C'est juste qu'il manquait d'ingrédients dans ta table. Ta table d'hôte était incomplète. Il manquait l'entrée puis tu n'avais pas de dessert. Tu avais juste ton plat principal puis même pas l'accompagnement, c'était un verre d'eau. Rajoute de quoi là-dedans. Ah ouais. T'as de quoi te sustenter, mais c'est vrai que c'est pas aussi bon qu'une bonne table d'hôte. Nous autres, on s'en va manger au resto après. Hein, je pense que ça paraît. La table d'hôte va être bonne. Mais je rajouterais quelque chose à ça aussi parce qu'il n'y a pas juste ça, il y a aussi je pense aujourd'hui, du fait peut-être qu'il y a plus de formation, du fait que c'est plus difficile, j'ai l'impression que peut-être les cycles d'achat sont plus longs. Les gens réfléchissent plus avant d'acheter. Ou en tout cas, il y a une partie des gens, dans tous les cas, qui réfléchissent avant d'acheter. Nous, dans le cas de nos services d'agence, c'est comme le cas extrême parce que c'est des services quand même chers qui vont souvent aller rejoindre des personnes qui investissent déjà un peu en pub, mais pour qui ça va être comme un gros step de passer de je mets 2000, 3000 en pub à je mets 10, 15, 20 000 par mois. C'est comme des gros steps. Nous, notre cycle d'achat, c'est comme en 6 mois puis 24 mois. En 6 mois puis 2 ans de quelqu'un nous découvre à quelqu'un signe un mandat avec nous. Bon, je pense pas que c'est le cas de toutes les entreprises, mais si ton cycle d'achat, c'est 6 mois pour ta formation en ligne un peu plus high ticket ou un programme, quelque chose que c'est plusieurs milliers de dollars, puis les gens te découvrent, ils réfléchissent, regardent 1, 2 webinaires, font un funnel, achètent pas tout de suite. C'est long entre je paye pour acquérir ce contact-là à cette personne-là achète, tu sais. Puis ça fait que ça marche, c'est rentable, sauf que si c'est 6 mois entre ton investissement et ton retour, ben c'est long quand même de cash flow qu'il faut que tu ailles pour que ta stratégie fonctionne. S'il faut que je paye aujourd'hui mon lead de 5 $, puis qu'à un moment donné, il va acheter pour 10 ou pour 15 en moyenne, mais que c'est 6 mois entre, ben oui, je fais peut-être un retour de x2 ou de x3, mais là, il faut que je finance tous mes 6 prochains mois avec rien, puis je peux pas t'en augmenter mon budget parce que mes résultats vont payer dans 6 mois, etc. Le petit produit ou une forme de service d'entrée ou quoi que ce soit, ça vient combler ça aussi, ou est-ce que peut-être que ça paye pas toute ta pub, peut-être que ça paye juste 20 ou 30%. Mais si c'est déjà ça de gagner, que tu as un retour immédiat, nous autres, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des formations en ligne aussi. C'est long avant que quelqu'un devienne client pour nos services. On a de la place pour une quinzaine d'entreprises max, puis en ce moment, on en a 13 en tout temps. Fait qu'on n'a pas beaucoup de place de toute façon. On a des milliers de personnes sur notre liste email qui nous suivent, puis des centaines de personnes sur nos réseaux sociaux. On n'a pas les plus grosses communautés, mais on a quand même plus de monde que ce qui pourrait être client. Offrons-leur quelque chose qui va être vraiment utile pour eux, puis qu'ils n'auront pas à attendre 2 ans avant d'y penser. Oui, définitivement. Puis, je pense que tous les gens aussi ont comme ils ont tout le temps les contraintes de temps, savoir comme en ce moment, c'est là-dessus que je travaille. Dans tant de temps, dans 3 mois, je vais être rendu là. Mais si tu es capable d'offrir quelque chose à cette personne-là, ça lui permet d'avoir un taste du type de service que tu offres avant même. Comme ça, il peut comme te valider à l'avance. Oui. Je pense surtout au modèle agence parce que c'est ce que tu fais, là, mais au modèle formation aussi. Mais tu as dit quelque chose qui est intéressant. Il y a trop de formations. Il y a beaucoup de gens qui font des formations. Oui. C'est plus comme que c'était dans le temps. C'est plus difficile de vendre. Écoute, ça sort un petit peu. Ça reste encore dans la thématique du cabinet, mais je suis quand même curieux d'avoir ton opinion, Alex, face à ça parce que bon, tu as vendu des formations chères, tu as vendu des formations pas chères, tu as fait un livre qui dit rajoute un 0, tu as fait un autre livre qui dit enlève un 0. Tu l'as-tu fait ça? Une formation, ça fait enlève. Ouais. Fait c'est quoi ton gut feeling face à l'état du marché de la formation en ligne en francophone? C'est certain que c'est plus difficile qu'avant, puis je pense que c'est naturel parce que c'est ça, le marché est plus sophistiqué, il y a plus de compétition. Surtout, ça dépend des domaines. Il y a des domaines, moi, j'ai des clients, là, ils font des défis 5 jours là, sur leur sujet vraiment niché, qu'il n'y a personne qui fait de formation en ligne. Leur lead leur coûte pas cher, puis ils font de l'argent comme on en faisait il y a 4 ans. Puis là, t'es comme... peut-être que je devrais commencer à faire des formations sur la poterie. Je dis n'importe quoi, mais bref, c'est quand même intéressant. Fait que ça dépend, le niveau de sophistication du marché va beaucoup changer d'un domaine à l'autre. Mais en marketing, en business, quand tu parles de business, de marketing, de sujets reliés, il y a énormément de créateurs de contenu, il y a full de formations en ligne à vendre. C'est normal que ce soit plus difficile qu'avant à vendre. Ce que ça fait pour moi, c'est que ça écrème un peu le marché, dans la mesure qu'il y a des produits qui peut-être avant se vendaient, mais qui n'étaient pas d'une très grande qualité, puis que le marketing faisait un peu dur, puis que ça pouvait marcher quand même parce que Facebook, c'était une machine que tu mettais de l'argent puis on sortait plus au bout. T'sais. Maintenant, c'est plus ça. Il faut qu'on optimise nos choses. Il y a plus une réflexion à avoir. Mais ça veut pas dire que le marché est nécessairement hostile non plus. Puis moi, j'ai encore des bons résultats. Pourquoi? Parce que je teste des nouvelles choses tout le temps. Je suis pas restée...
je suis pas restée à faire toujours la même affaire. Puis je pense que le fait justement d'avoir plusieurs offres différentes à plusieurs prix différents, ça permet de s'adapter à différents types de clientèle puis à rester rentable, d'être plus pérenne. Moi, je suis triple là, sur mes petits produits. J'ai des bumps pour tout. C'est le party de la vente, là, mon affaire. Il n'y a pas une infolettre à cette heure où j'ai pas un hyperlien pour vendre quelque chose. Puis je trouve ça génial. Puis ouais, voilà. Fait que oui, ça a changé. Oui, c'est peut-être un peu plus difficile, mais quelqu'un qui a une tête sur les épaules puis qui apprend ses fondamentaux, la persuasion, etc., qui comprend comment ça fonctionne, va quand même être capable d'avoir des bons résultats. Puis c'est pas vrai non plus qu'on est dans une apocalypse de la business en ligne. Là, on est juste dans un... Je pense que ce que je ressors de ça, c'est que... Parce que je me mets à la place de la personne qui a encore zéro formation, elle n'a jamais vendu de nouvelle formation en ligne. Puis elle commence, puis elle dit, regarde, moi, je vais faire des cours en ligne, je vais faire des produits d'information en ligne. Cette personne-là, je pense qu'il faut qu'elle prenne des niches qui sont peut-être un petit peu moins clichés. En le sens, marketing, entrepreneuriat, on commence, à moins que tu aies vraiment un pedigree incroyable. Un positionnement super original, il faut que tu te niches. Fait que, même dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai remarqué justement là, du cabinet des curiosités, il n'y avait pas vraiment de formation de genre pars ton business en ligne. C'était plus comme, hey, voici une tricks Google Sheet qui va te permettre d'économiser 15 secondes par fois que tu te connectes à cette affaire-là, puis après un an, tu vas avoir sauvé une journée. Genre. C'est des trucs vraiment nichés, des templates sur Notion, des hacks, pas des hacks, mais comme des cheat sheets, des trucs dans ce genre-là, des raccourcis exacts. Fait que même dans la business, même dans le domaine général de business, qui est comme un peu cheesy rendu à cause que c'est rendu comme peuplé comme niche, les gens ont été obligés de vraiment aller dans des choses qui étaient très spécifiques parce que sinon, on a tous déjà vu ça 50 fois puis on est un peu jaded. Là. Absolument. Puis même d'un point de vue, moi, j'ai une matrice là, que j'utilise tout le temps, là, que je t'enverrai au pire si tu veux l'afficher, mais qui est tirée de l'économie comportementale, que c'est quoi les bénéfices qui vendent le plus dans la vie. Puis la matrice, c'est pas compliqué. Tu as une ligne que c'est le temps, puis tu as une ligne que c'est l'abstrait, le concret. Puis un humain a plus tendance à passer à l'action quand il est capable de voir que son action va avoir un bénéfice qui est rapide et concret, c'est sûr. C'est pour ça qu'on a de la misère à vendre des assurances puis de la prévention dans la vie. C'est parce que ton cerveau, il veut pas rien faire. Pour ça, c'est comme, je sais pas à quoi ça sert d'économiser cet argent-là, c'est vraiment flou dans ma tête. Puis en plus, mon Dieu, ça va être vraiment long avant que ça serve à de quoi. Je veux pas le goût de le faire. Le cerveau humain fonctionne comme ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant, c'était facile de vendre des produits qui avaient des bénéfices dans le cadran rouge. Là. Le cadran que c'est difficile, des produits qui avaient des bénéfices abstraits, longs dans le temps. Porte ta business en ligne et réussis sur Internet. C'est tellement vague. Genre, en dev perso, on voyait des trucs genre deviens la meilleure version de toi-même, puis le monde achetait ça. Là. C'est tellement vague. Ton X. Ouais. Puis maintenant, les bénéfices vagues, abstraits comme ça vend vraiment moins bien. Il faut être capable d'aller chercher c'est quoi les bénéfices de mon offre qui sont concrets, puis qu'on peut donner une attente de durée de temps. Puis moi, pour avoir testé plusieurs produits, je vois tellement la différence dans mes taux de conversion. Tu sais, mon premier petit produit, c'était mon attirail de l'apprenti copywriter, qui est comme plein d'outils que j'avais, que j'ai ramassés ensemble. C'est flou. Tu sais pas exactement c'est quoi le résultat que tu vas obtenir de ça, puis il n'y a pas de temps. Puis mon produit qui a le mieux converti, c'est lance enfin ton infolettre. C'est comme, la promesse, c'est si tu achètes ça, ton infolettre va être lancée dans les 10 prochains jours. J'ai converti 1% de l'ensemble des abonnés à ma liste avec cette offre-là. Puis je capotais, ça a vendu 6 fois plus que l'attirail. Pourquoi? Parce que le bénéfice est beaucoup plus concret. Les gens peuvent se l'imaginer, se le représenter. Fait que, tu sais, il y a une notion de... T'es pas obligé de toi nécessairement te positionner, te nicher, mais au moins si chaque produit que tu vends est présenté de cette façon-là, puis que tu vas chercher le concret, le temps, ça va être beaucoup plus facile d'arriver à des vrais résultats. J'aime ça. Puis je pense que on peut faire un parallèle aussi avec le monde du podcast. Moi, maintenant, avec mon entreprise, les bunkers, prend quasiment tout mon temps maintenant. Je suis fatigué. Prêt à être tapal, en tout cas. Oui, c'est ça. J'ai énormément de clients qui veulent justement se lancer un podcast puis qui n'ont pas une direction très, très claire et très nichée justement de ce qu'ils veulent offrir comme expérience de podcast à leur audience. Puis c'est exactement la même chose qui est en train de se produire dans le marché du podcast. Avant, il n'y avait aucun podcast. Il y avait celui de Mike Ward, il y avait celui du gars d'Occupation Double, il y avait celui de ton chum qui est en cinéma. Hey, le podcast, ça avait 16 ans, là, c'est fou. Ouais, c'est ça. Il était 5 à faire ça, là, au Québec.
Fait que, tu sais, les gens ne savaient même pas encore comment faire pour écouter des podcasts. Moi, je me rappelais, dans chaque infolette que je faisais un épisode, il fallait que j'explique aux gens, tu sais, clique là, download l'application, inscris-toi au feed RSS. Tu sais, il n'y avait pas Spotify. Non. Bref, ça allait pas très, très bien. Maintenant, tout le monde et sa grand-mère ont leur podcast. Donc, pour être capable d'aller chercher la traction, pas de l'attraction, mais de la traction, comme en char, ça prend vraiment une proposition de valeur qui est, comme que tu viens d'expliquer, concrète, Ouais. bien définie. Et non seulement à travers la thématique générale du podcast, mais chaque épisode doit avoir quelque chose de pertinent et d'unique à partager. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait d'épisode de podcast. C'est parce que j'aime pas ça faire du contenu pour faire du contenu. Tu connais ça un peu, là. Moi, faire un infolette pour faire un infolette, ça me gosse. Pour ça que, bon, toi, tu en fais beaucoup plus souvent que moi. Puis je devrais t'imiter parce que mes statistiques de Google Postmasters sont vraiment pas bonnes. Ouais, mais aussi, toi, quand on clique sur unsubscribe, ça te réabonne automatiquement ce jour. Hein? Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il fonctionne, le lien, OK? Là? C'est juste qu'il faut que tu sois patient. La page de désabonnement prend 2 secondes à charger. Il y a des gens qui attendent pas. Bon, OK. Mais comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on partage? C'est pas c'est pas des conseils qui sont vagues, de genre comment vendre un produit en ligne. C'est un retour d'expérience très concret, défini, puis il n'y a personne d'autre qui pourrait partager ces informations-là que vous deux présentement. Donc, c'est pour ça que je pensais que ça valait la peine qu'on s'assoie et qu'on en parle, qu'on partage un peu le behind the scenes de ce projet-là. Oui, à tous ceux qui se sont intéressés aux produits qui ont été vendus. C'est intéressant pour eux autres de voir un peu comment ça se passe en arrière. Mais de tous ceux qui font ce genre de produits-là aussi, de voir, OK, qu'est-ce que ça a donné? Ouais. Et tous ceux qui ont refusé de participer à ton truc, ben, ça va leur donner une occasion de se dire, ben, Christy, j'aurais peut-être dû avoir tous les bénéfices qui étaient offerts là, au bundle list. Puis, by the way, moi, j'ai plein de monde qui se sont inscrits à ma formation Bitcoin à cause de ça. Puis, j'ai vraiment été surpris parce que mon produit, en anglais, on dit stick out like a sore thumb. Ouais. J'étais à parler de finances, de crypto-monnaie, c'était vraiment... Je suis en gauche un peu, là, comme celui, mettons, de dessin. Ouais. On avait une couple d'affaires un peu bizarres. Puis j'ai été surpris, puis c'est vraiment des gens que je ne me serais pas attendu qu'ils soient intéressés nécessairement par Bitcoin. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens n'ont pas juste acheté ça pour le mettre de côté, puis ils ont vraiment pris le temps d'aller regarder les trucs et de s'inscrire. Là. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant pour les gens qui nous écoutent puis qui pensent faire un bundle. Moi, j'avais acheté une formation américaine sur les bundles pour... Meta bundle. Ouais, vraiment, là, d'une fille qui s'appelle Damadju, qui ne vend plus malheureusement cette formation-là maintenant, mais qui est extraordinaire. Là, je l'aime beaucoup, très geek. Et elle est là accompagnée donc des dizaines et des dizaines et des dizaines de clients qui ont fait des bundles. Puis une des stats qu'elle a sorti de ces clients qui ont fait des bundles, c'est que quand tu donnes une date limite plus courte pour que les gens récupèrent les produits, donc nous, c'est 60 jours, les gens vont chercher 10 fois plus de leads que quand ils ont 1 an. Fait que ça, c'est sûr que, tu sais, nous, les gens, ils vont recevoir des rappels. Ils reçoivent déjà des rappels. Si quelqu'un se connecte pas sur la plateforme pendant 14 jours, salut, t'as acheté, t'as pas encore été checker tes produits du cabinet, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, tout ça, c'est automatisé en back-end. Puis parce qu'on voulait maximiser les leads que les gens peuvent aller chercher. Puis, dépendamment à quel point ton produit est niché, pas niché, on a des gens qui sont allés chercher de 100 à 600 quelques inscrits à leur petit produit. Puis, jusqu'à maintenant, aux dernières nouvelles. Jusqu'à maintenant, aux dernières Est-ce nouvelles. que ça fasse un J aussi ou est-ce que le novembre arrive, c'est le 25 novembre, la dernière journée pour prendre des produits. On a des emails de rappel à ce moment-là. On s'attend à ce que ça convertisse sur des leads aussi à ce moment-là parce que le monde va se dire j'ai-tu vraiment fait le tour? Je vais aller faire un dernier petit check-up, etc. Puis c'est sûr que ça va aider. Puis pour nous, c'était comme la valeur, puis le cadeau, entre guillemets. C'est pas un cadeau parce que c'est dans cette collaboration-là, mais la valeur la plus importante qu'on pouvait amener à tous les bundles, c'est comme on s'en fout que tu aies vendu beaucoup, pas beaucoup à la fin quand tu es capable, avec un bon produit, avec un bon titre, avec un bon visuel, whatever, d'aller chercher toutes ces nouvelles personnes-là qui te découvrent. Puis évidemment que sur les 600 personnes qui prennent un produit, c'est pas 600 personnes qui vont devenir clients, mais ça fait quand même 600 personnes de plus qui viennent d'entrer dans ton univers pour, entre guillemets, rien en échange de ce produit-là. Puis pas 600 personnes en publicité, ça aurait coûté vraiment cher à aller chercher ça. T'sais. Surtout qualifiés comme ça, qui ont acheté puis qui ont choisi activement ensuite de prendre ton produit. Tu sais, c'est pas les 1200, 1300 personnes qui ont acheté le cabinet qui ont
tout automatiquement forcé dans tous les produits. C'était pas ça, puis ça serait pas réaliste non plus. Mais je trouve ça intéressant, puis je trouve que pour les personnes comme toi qui ont des audiences qui différaient beaucoup des autres personnes, parce qu'on avait énormément de femmes, aussi beaucoup d'audiences de femmes, c'est sûr que t'aurais jamais, tu dois avoir pas mal de femmes dans ta formation de Bitcoin maintenant. C'est justement ça que je voulais dire. C'est pas nécessairement la chose qui intéresse. Ben non, puis c'est le fun, tu sais, parce que tu vas amener... Des nouveaux cercles. Ouais. Exactement, genre ça te sort de ton cercle habituel, puis tu vas faire découvrir genre ce que t'as créé à plein de gens qui l'auraient pas vu sinon. Puis moi, c'est ça mon turn-on des gros bundles. Genre. Tellement. Je découvre des affaires que je m'imaginais même pas que j'aimais ça. Genre, je suis comme, damn, ça valait la peine finalement de télécharger ce truc-là finalement. Fait que voilà, c'est ça l'expérience que je voulais créer pour le monde. Je voulais qu'ils... Des découvertes, des curiosités finalement. C'est ça. De base, ça devait s'appeler la Grande Galerie des raccourcis, d'où tantôt qu'on parlait de hack et tout ça. Mais dans le design, dans le brand, c'est allé plus sur un style de cabinet des curiosités. Puis pour vrai, je trouve que ça cadre encore mieux avec cet effet-là, justement. Parce que des raccourcis, c'est justement ce truc-là, plus hack, rapide, résultat rapide, puis c'est bien. Mais il y a tellement aussi le côté de je connais pas ça, le Bitcoin, ça m'intéresse. Je me serais pas intéressé à ça naturellement pour payer une formation, mais là, hey, je l'ai dans le cabinet. Aller regarder ce que c'est pour vraiment aller m'intéresser à ce que Olivier a à me dire sur le Bitcoin. Tu sais, fait que ça fait tellement de belles découvertes que c'est ça le retour le plus important, je pense, pour le monde. C'est ces découvertes. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, j'ai Rob Olivier qui engage avec les gens qui posent des questions en lien avec les cours. Oui. Puis là, j'ai des gens qui sont comme tombés en amour avec Rob Olivier à cause de ça. Ah ouais, c'est comme, wow, ouais. Ça comme, wow, c'est cool, je peux venir ici, je pose une question, puis genre, Rob Olivier, c'est comme, c'est ChatGPT, là, on s'entend, mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, puis ça serait peut-être quelque chose qui serait cool à mettre dans un serveur Discord, c'est quand tu as un chatbot dans un group chat, où ce que les autres personnes participent à la conversation puis ils peuvent taguer le robot. Comme ça, c'est comme quand on est en train d'avoir, mettons, un débat sur X, Y, Z, on a comme notre fact-checker qui est comme « Hey, tu peux-tu nous dire c'est quoi cette affaire-là? » Puis là, il est comme « Yeah, bien sûr, voici la réponse à votre question que vous avez. » Puis là, continuer la conversation. Bref, je pense que l'expérience que tu as voulu donner aux gens, autant aux bundlistes qu'aux gens qui ont acheté le bundle, répond aux attentes. Ça a été vraiment cool, autant de la perspective de participer. Moi, j'étais sur la plage là, quand vous avez fait ça. Donc, je me suis peut-être moins impliqué que ce que j'aurais aimé m'impliquer. Ceci étant dit, je te lève mon chapeau à vous deux. Félicitations pour ce beau succès. J'espère que les gens ont été capables d'aller chercher un peu de valeur en écoutant ce merveilleux épisode de podcast. Avant qu'on se laisse, est-ce que vous avez peut-être des informations particulières à partager ou comment elle fait le tour? Si ça t'a donné le goût de créer un petit produit, j'ai une excellente formation sur les petits produits. C'est bon. Allez écrire à Oli, genre répondre à une infolettre, ça, pour le féliciter pour... Ouais, puis pour aider ses films de spam, là. Ouais. Oui, c'est très important. Merci, guys. On va faire un effort de groupe. Puis, si ça vous tente plus d'être abonné à une infolette, désabonnez-vous, mais reportez-la pas en spam, sauf si vous êtes vraiment pas inscrit puis que c'est vraiment un spam parce que ça nuit vraiment à la livraison des mails. Je suis vraiment fâché contre Google, mais ça va être une conversation pour un autre jour. C'est très brillant ce que tu as fait d'ailleurs de mettre ton lien de désabonnement en haut. Quand j'ai vu ça, je vais être comme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est complètement folle. Puis là, je me suis logué dans mon Postmaster puis j'ai fait comme, I understand. Bref, ça c'était un nouvel épisode de Scotch Marketing et Domination Mondiale. Attendez-vous pas à en avoir un autre la semaine prochaine. Ça peut prendre un bout. Ça peut prendre très longtemps avant d'avoir un nouveau épisode de podcast. Je suis désolé. Plus c'est long avant le prochain, plus celui-ci prend de la valeur. Fait que on se reverra l'année prochaine.